Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Chaudron du Druide. Donc oui, c'est bien moi, votre druide habituel, Myrdine, avec une voix qui ne m'appartient pas, parce que hier j'ai fait un cercle de guérison au tambour et du coup aujourd'hui j'ai plus de voix, mais c'est habituel, j'ai l'habitude. Donc j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Maintenant, ce qui est important, c'est surtout ce que mon invité va vous raconter. Donc là, je suis arrivé, on est où ici, en Aquitaine? En plein cœur de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, en plein cœur de la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai déposé mon chaudron et j'ai mis un certain nombre d'ingrédients dedans. Alors qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis de la jeunesse, de la bonne humeur, de l'enthousiasme. J'ai mis du travail manuel, puisque aujourd'hui nous allons parler principalement de didgeridoo, qui est un instrument de musique que vous allez découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis beaucoup de patience, j'ai mis beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et puis tout un tas d'autres ingrédients, mais qui resteront secrets, puisque vous connaissez la formule du chaudron du druide. On ne va pas tout vous donner la recette, sinon vous pourriez la reproduire, ce qui ne serait pas bien du tout pour nous. Et j'ai laissé mijoter ça pendant une petite semaine, à petit feu, tranquillement. Et quand j'ai ouvert mon chaudron, j'ai découvert Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Avec plaisir. Alors, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, expliquer qui tu es, comment tu en es arrivé là, ton histoire, quoi. Ok. Alors, moi je me présente, je m'appelle Nicolas Haussel. Je suis originaire des Pyrénées-Orientales, bien que maintenant j'habite en Gironde. Donc en gros mon parcours, moi j'ai suivi un cursus agricole pour travailler dans le monde du cheval. Donc en gros j'ai passé un troisième professionnel, un BEP, un bac pro. J'ai attaqué un BTS mais ça n'a pas super bien fonctionné, dans la Sarthe d'ailleurs. D'accord. Donc après, suite à ça, j'ai emboîté le pas dans une formation d'enseignant d'équitation, moniteur d'équitation, qui m'a amené à travailler dans le coin là où j'habite maintenant. Donc voilà, et de fil en aiguille, depuis 5-6 ans, il y a une cohabitation entre le travail du bois et mon métier de moniteur d'équitation. Donc pour en revenir au bois, qui n'a rien à voir avec le milieu du cheval pour le coup. Bien sûr. Mais justement, voilà, le bois est arrivé comment dans ta vie? Alors, le travail manuel, plutôt gamin en fait, j'aime bien bricoler, travailler des trucs, faire des machins, des bidules. Et au fur et à mesure, je suis arrivé au didgeridoo. Alors c'est un instrument que je connaissais un petit peu par le biais des copains de collège, voilà, les vieux amis. Qu'il y en avait comme ça, on s'amusait dedans, mais voilà, ça allait pas plus loin que ça. Et je te coupe, oui, excuse. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout, est-ce que tu pourrais nous montrer ce que c'est qu'un didgeridoo? Alors un didgeridoo, vulgairement, c'est un trou dans un bout de bois. Ouais, ok. C'est un tuyau, ni plus ni moins. En gros, c'est une branche qui est creusée de part en part. Je sais pas si on va voir à travers la caméra. Hop, voilà, donc c'est une branche qui est plus ou moins longue, avec une embouchure, là on voit au niveau de la vidéo, sur laquelle on vient poser ses lèvres et souffler dans l'instrument, uniquement dans l'instrument, en faisant vibrer ses lèvres. D'accord. Voilà, et le son va se propager dans l'instrument et ressortir à l'autre bout. Voilà. Démonstration. Alors celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est un didgeridoo en Do.
sa note est en Do. Ah, parce que tu peux choisir la Voilà, note. on peut faire plein de choses. C'est un instrument qui est assez magique. Donc c'est du charme qui a poussé par là-bas ou par là-bas, je crois bien, je sais plus. Ouais, pas dans le coin, dans le coin. Voilà, c'est très très local. Voilà, une petite démo. D'accord. Voilà. Ok. Très gentiment. Donc le didgeridoo, c'est un instrument que moi je trouve assez formidable. Alors, c'est un instrument qui vient d'où? Alors c'est un instrument qui est originaire d'Australie et ça fait partie des plus vieux instruments du monde. Parce que il y a eu des peintures rupestres là-bas qui ont été datées entre 20 et 40 000 ans. Ah ouais. Alors, je m'avance peut-être un peu, l'histoire aborigène et l'Australie c'est qu'une culture orale, donc on ne sait pas avec précision vraiment l'âge de l'instrument. Donc moi je dis entre 20 et 40 000, il y en a qui vont dire un peu moins, d'autres un peu plus. D'accord, ok. Voilà, d'après les infos que j'ai pu recouper, pour moi c'est à peu près cet âge-là. D'accord. Pour situer en France, c'est à peu près comme l'âge de Totavel à peu près. L'homme de Totavel, c'est à peu près pareil. Donc à la base, c'est des bois qui sont creusés par les termites. Donc les termites creusent l'intérieur du tronc, les vident en partie. Hein, donc toi, tu as un élevage de termites derrière la maison? C'est moi la termite. Donc non, les aborigènes en fait arrivaient à sélectionner, ou même toujours, parce que c'est des techniques qui se font toujours maintenant, c'est pas du tout le même type d'instrument. Voilà. Donc les termites creusent l'eucalyptus. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le didgeridoo en Australie, c'est une petite partie de l'Australie, qui est à peu près grande comme la France, pour situer, qui fait partie du nord de l'Australie. Donc il faut savoir que dans cette partie-là de l'Australie, il y a des termites et des eucalyptus qui sont un peu endémiques à cette partie de l'Australie. Donc le mélange a fait que les termites creusent bien. On en retrouve un peu partout sur la planète, des termites qui creusent que l'intérieur, mais là-bas c'est une spécialité. Donc après, les aborigènes récupèrent les troncs ou les branches de l'eucalyptus, les évident, ils nettoient l'intérieur, finissent d'enlever les termites, les retravaillent, etc. Donc pour fabriquer des didgeridoo. Dans la culture aborigène, après, le didgeridoo c'est un élément assez important, mais c'est pas le plus important. C'est quelque chose qui sert à accompagner des cérémonies avec des chants, des danses, les classiques. Voilà, c'est tout un univers que je connais très peu, parce que du coup je suis pas allé visiter l'Australie, encore moins aller voir des aborigènes chez eux, voir comment ça se passait. Donc voilà. Chose aussi que je précise sur les instruments que je fabrique, ça n'a rien à voir avec un instrument termité, donc un instrument qui vient d'Australie, qui est fait avec du bois d'Australie et qui est fait par les termites. Donc c'est deux instruments qui n'ont rien à voir dans la façon de le jouer, dans la façon de le fabriquer, voilà, il n'y a rien à voir, et c'est en aucun cas un didgeridoo australien. C'est un instrument qui est très contemporain au final, voilà. Donc c'est un instrument qui est à la fois hyper vieux et hyper jeune en fait. Voilà. Ok, d'accord. Alors, mais pourquoi le didgeridoo? Alors pour moi, alors du coup, voilà, j'ai découvert ça par le biais d'amis qui avaient ça, il y a de ça plus de 15 ans maintenant. Et du coup, c'est un truc qui m'avait bien plu, j'arrivais vite fait à faire un petit bourdon. Voilà, le bourdon c'est le son de base de l'instrument, la fameuse vibration. Voilà, et à un moment, c'était sur les fêtes de Noël avec ma cousine, on était à Millau, je me souviens, et voilà, j'ai acheté un didgeridoo dans un magasin, il y en avait deux, j'ai essayé les deux, il y en avait un que j'arrivais, l'autre j'arrivais pas. Je suis pas allé plus loin, j'ai pris celui auquel j'arrivais. Bien sûr. Donc du coup, j'ai tout de suite pris énormément de plaisir à en jouer, même si c'était un truc pour du tourisme, quoi. Enfin, voilà, c'est un bout de bambou décoré, un peu joli, mais ça n'a pas tenu longtemps.
Du coup, moi je m'amusais comme un petit fou dessus. Malheureusement, vu que c'était un instrument de mauvaise qualité, alors, je vais pas appeler ça un instrument, c'était plus un objet de déco qu'un instrument. D'accord. La plupart, voilà. Donc l'instrument s'est cassé et s'est fissuré. Moi j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Donc j'ai repéré, il y avait une fissure qui était apparue. D'accord. Ça m'a rendu triste. Oui, bah oui. Bien Donc sûr. du coup je me suis dit, j'ai pas fini de m'amuser, comment je peux en avoir un autre? Donc là je suis allé au magasin de bricolage, j'ai acheté des tuyaux de plastique. Ouais. Et là, deuxième déclic, c'est aussi génial à jouer qu'à fabriquer. Donc du coup, je me suis mis à chercher du bois, j'en ai fait en bambou, en bois, et au final, dans mon apprentissage du didgeridoo, qui s'est fait en parallèle de ma formation moniteur d'équitation, Ouais. je me suis très vite retrouvé à avoir plein d'instruments différents, des tailles, des sons, des embouchures, enfin plein de trucs différents. Et ça m'a énormément fait progresser d'avoir plein d'instruments différents. Parce que y en a un qui va jouer d'une façon, l'autre il va nous inspirer plus comme ça, on va essayer de faire ce qu'on fait avec l'un avec l'autre. Et en fait de changer beaucoup d'instruments, ça m'a énormément fait progresser. Donc au final, 3-4 mois après avoir commencé à jouer, j'avais déjà 5 ou 6 didgeridoo différents. D'accord. Et du coup j'avais énormément joué, donc j'ai très vite progressé. Tu peux arriver à jouer sur un didgeridoo et pas réussir sur un autre. Alors, il y a des instruments qui vont être plus faciles que d'autres à jouer. En général, pour commencer, c'est bien de commencer sur des notes intermédiaires qui vont aller en gros du Mi, Ré dièse, Ré, Do dièse. Ces notes-là sont bien pour commencer. Si c'est trop aigu, Fa, Sol, c'est un peu aigu, donc on peut y arriver, hein, comme des très graves. Oui. Mais disons qu'il y a une façon de jouer qui est un peu plus entreprenante. Et à contrario, les graves, ça va être vraiment plus dans du relâché, etc. Donc c'est deux façons de jouer de l'instrument, enfin 3 façons différentes. Ouais, ok. Et dans les extrêmes, c'est plus compliqué de commencer. Ça veut pas dire que c'est pas impossible, hein. C'est plus compliqué, voilà. Ok. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que quand tu as commencé, tu as fait un assemblage avec des morceaux de plastique. Exactement. Donc voilà, j'ai pris des tuyaux de plastique pour faire mon premier didgeridoo que j'ai offert à un copain qui est dans la Sarthe. D'accord. Qui utilise toujours d'ailleurs. Voilà, pour le coup, ceux-là sont des instruments que je fabrique actuellement, plus dans une optique de découverte, Ouais. mais ça reste un instrument qui est de qualité, parce que du coup il a un petit potentiel. Ça va permettre de s'amuser assez rapidement si on y arrive. Ouais. Et après, ça permet de se perfectionner. Voilà, moi, c'est des instruments que j'aime bien utiliser. Déjà, d'un, parce qu'ils sont assez faciles à manipuler, ils ne craignent pas grand-chose contrairement au bois. Voilà, après la petite déco, voilà, ça c'est un léger de peinture. C'est Petite démonstration. petite démonstration. Alors celui-ci, c'est un didgeridoo qui a en Ré. Ouais. Ah ouais, cool. Donc voilà. D'accord. Donc ça, c'est un didgeridoo que tu vas conseiller plutôt aux débutants. Alors c'est un instrument que je vais conseiller à des... Oui, par exemple à des débutants, des gens qui vont avoir envie de bouger aussi parce que c'est très léger, ça craint pas grand chose. Ouais. Voilà, si la peinture s'enlève, bon, c'est pas très grave. Après, hein, ouais. C'est un instrument aussi que je vais conseiller à des enfants aussi. Ouais. Et ça permet, vu son prix qui est complètement abordable, de s'initier au didgeridoo sans savoir si on va vraiment accrocher. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc il y a des gens qui m'en prennent parce que voilà, il y a cette démarche là. Et autant il y a des gens qui connaissent pas du tout le didgeridoo, qui partent directement sur un instrument En bois. voire même carrément haut de gamme ou milieu de gamme pour commencer. Ce qui est pas bête non plus. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc là, ce sont des tuyaux en plastique que tu as emboîtés et collés les uns dans Exactement, voilà, avec des réductions. Alors c'est le but, c'est de créer des formes au niveau de la colonne d'air. Donc la colonne d'air du didgeridoo, c'est le vide qui est à l'intérieur. Ouais. Donc celui-ci, il est d'un certain diamètre, je ne sais pas si on va voir ici,
Voilà, il est, je sais plus la taille des tubes, voilà, il est assez fin là, et il va gentiment s'évaser jusqu'à arriver, hop, à la cloche qui est ici, qui est plus large. Donc en fait, il y a une progression qui fait que l'instrument il va être plus cylindrique ou conique. Donc la forme de la colonne d'air va influer sur le son, sur sa façon de jouer, sur l'impact du son aussi, s'il va être plus chaleureux, plus percussif. Enfin voilà, c'est deux types d'instruments différents qu'on retrouve aussi dans la culture aborigène sous des noms un peu différents. D'accord, mais c'est jamais qu'un tube avec un trou. Exactement. Qu'est-ce qui fait le son, la vibration? Voilà, là on voit le joueur à l'autre côté. Ouais, d'accord, ouais. Ce qui fait la vibration, c'est la personne qui est devant l'instrument. Parce que l'instrument, c'est un amplificateur, ni plus ni moins. Ce qui va faire le son du didgeridoo, c'est notre corps. Donc la vibration de base, c'est les lèvres qui vont se mettre à vibrer. Ah, c'est pas le souffle alors. Alors, si, parce que du coup, on va souffler, on va envoyer de l'air, qu'on va un peu retenir avec les lèvres, ce qui va créer une vibration. D'accord. Donc cette vibration-là, elle va être amplifiée par le didgeridoo et elle va faire ce qu'on appelle le bourdon. La vibration de base, c'est le bourdon, le drone, enfin voilà, il y a plein de termes. Le bourdon, c'est mieux. C'est bien, le bourdon. Voilà. Les instruments à bourdon, la cornemuse, ça en fait partie, par exemple. Parce qu'il y a un bourdon dans un instrument de musique, c'est qu'il y a toujours une vibration qui marche, qui est en marche. Donc la cornemuse, la vielle à roue, il y a certaines flûtes, j'ai oublié le nom, qui a un bourdon et on peut faire quelque chose par-dessus. Donc ce qui va faire le son principal de l'instrument, ça va être la vibration des lèvres. Après, il y a toute une gestuelle dans la bouche, la forme de la bouche. C'est beaucoup d'articulation, c'est énormément, voire principalement de l'articulation. C'est-à-dire, si on parle et qu'on n'articule pas, on comprend rien. Dans le didgeridoo, c'est pareil. Quand on va articuler ce qu'on fait, les phrasés, c'est beaucoup d'onomatopées par exemple. Tu peux nous montrer sans le didgeridoo le bourdon le bourdon et puis ce que tu fais pour faire des sons différents. Ok, alors on va faire un truc, une petite quelque chose, on va faire par exemple Tekewa. Ouais. Ah ouais. Voilà. C'est un petit exemple. Donc il y a les voyelles, les consonnes, on peut faire des phrasés, en fait on va parler en phrasé plus. Ouais, ok. Après il va y avoir, on peut rajouter la voix. Ouais. Donc on va parler des cris, j'aime pas le terme cri parce qu'on va avoir tendance à crier, alors que c'est plus, on va dire, du chant. Parce que du coup on oublie souvent que c'est un instrument, qu'il y a des fréquences, et que si on fait des fréquences qui vont pas l'une avec l'autre, ça sonne un peu moins bien. Bien sûr. Donc après c'est un autre travail sur la voix. Après on va avoir des façons de jouer où on va plus serrer les lèvres, on va appeler ça des... Alors il y a plein de termes, moi j'étais un peu perdu quand j'ai commencé, il y a plein de termes pour dire une chose. On va appeler des survibrations, des outs, des toutes, des poutes, enfin il y a plein de sons de mots qui vont dire la même chose. Donc là ça va être plus ce que j'ai fait sur la fin du petit son, des fréquences qui vont être un peu plus aiguës. Ça va ressembler au cor des Alpes qui est un cousin, à la trompette, voilà. Ça fait partie des cuivres, le didgeridoo, je l'ai pas dit. Ah, ça fait partie des cuivres. C'est un cuivre, oui. C'est un bois. C'est en plastique là. Oui, enfin, c'est un bois plastique. Le cuivre, c'est la famille des cuivres, c'est en fonction des embouchures. Donc dans la trompette, on a une embouchure qui est petite, mais on va faire vibrer les lèvres. D'accord. Donc on va serrer fort, on va créer une vibration rapide qui va faire sonner la trompette. Donc comme le tuba ou d'autres instruments, voilà. Donc c'est des cousins en quelque sorte. Donc sur les sons de trompette, c'est pas très propre mais... Ouais. D'accord. Voilà, donc il y a ça. Après il va y avoir toute la gestuelle du bas du corps, donc tout ce qui va être respiration. Donc le diaphragme, on va pouvoir jouer un peu avec, donc c'est un instrument où on respire énormément. Donc la fameuse respiration circulaire. Oui, justement j'allais aborder le problème. Voilà. Comment ça fonctionne ça? Ah ça c'est une autre histoire, on y reviendra un petit peu, mais pour finir les questions sur le didgeridoo, voilà, c'est un instrument où on respire énormément, donc après pour faire ces petites variantes de son, il va y avoir aussi la respiration, on va pouvoir jouer sur l'intensité, donc jouer fort, jouer doucement, ou jouer avec des percussions liées avec le bas du corps, avec tout ce qui est par exemple périnée, abdos, diaphragme.
Voilà, ça fait, on dirait pas, mais ça réchauffe entre vous. Ok, ok. Parce que des fois, quand tu les vois jouer, ils jouent pendant un temps. C'est une folie. Tu les vois jamais respirer, quoi. Bah en fait, on respire tout le temps quand on joue du didgeridoo. Le but, c'est de pas respirer des grandes, enfin on peut, ça dépend comment on veut construire son morceau si on y arrive. Mais le but, c'est plus simple de respirer des petites quantités d'air, de façon à ce qu'on n'ait jamais trop d'air, mais jamais pas assez, qu'on soit toujours dans une moyenne en fait. D'accord. Donc le principe, ça va être d'arriver à prendre un peu d'air, tout en ayant une petite réserve, par exemple dans la bouche. Et à ce moment-là, c'est un moment qui est assez bref, on va activer le clapet, j'oublie toujours son nom, voilà, on active le petit clapet, de façon à pouvoir expulser l'air qu'on a dans la bouche pendant qu'on respire. Voilà. Et après, hop, on reprend l'air qu'on a inspiré. C'est pas évident. Hein. C'est une petite gymnastique à prendre, ça se fait en 4 étapes. Ouais. En gros, on peut s'entraîner. Alors, faut que je me rappelle, parce que ça fait un moment que j'ai pas refait ça. Tu fais ça naturellement. Oui, c'est devenu un réflexe. Bien sûr. Donc le principe, ça va être, on a notre dose d'air, donc on va souffler, gonfler les joues. Quand on a les joues gonflées, là je vais garder la pression avec mes lèvres. On va respirer. Et en même temps, on va expulser l'air. Oh là là, il y a des petites façons pour déconstruire le mouvement global. Ouais. Par exemple, on peut avoir les joues gonflées, appuyer avec les mains pour vider l'air, et pendant qu'on vide l'air, on respire. Donc en fait, on se concentre à respirer et appuyer sur ses mains. D'accord. Par exemple, on peut aussi prendre une gorgée d'eau, on prend de l'eau dans sa bouche, et pendant qu'on expulse l'eau, on essaie de respirer. Là, en plus il fait bon, donc si on se mouille, c'est pas très grave. C'est pas grave. Mais surtout, ça permet de se rendre compte des volumes en jeu. C'est-à-dire que quand on va expulser un peu d'eau, c'est un peu similaire avec une quantité d'air qu'on va donner dans l'instrument. D'accord. Voilà, donc et là, si on se trompe, on le sait tout de suite. Ouais, ok, bien sûr. D'accord. Voilà, c'est une petite gymnastique, il y a des vidéos sur internet qui l'expliquent plutôt bien. Ouais. Voilà. C'est une belle invention internet quand même. Ah oui. Ok, bon je crois qu'on a fait un joli tour de... Alors si, on va quand même parler de choses qui fâchent quoi. Les didgeridoo, on en voit à tous les prix. Oui. Mais la fourchette pour un truc raisonnable, c'est quoi? Alors, quand je dis raisonnable, je veux dire suffisamment de bonne qualité pour qu'il joue et qu'il dure, et sans être un monument historique qui coûte une fortune et qu'on va laisser sous le globe, quoi. Alors, en général, je dis bien, pour un instrument de qualité, même si ça reste dans une entrée de gamme, ça va être très compliqué d'en trouver en dessous de 200 euros. 200 euros. Voilà, en dessous de 200 euros. Faut y regarder, alors après je parle pas de l'occasion, hein, mais s'il y a d'autres trucs à prendre en compte après, mais sur un instrument neuf, en dessous de 200 euros, faut commencer à se poser des questions un petit peu. Ce qui permet de vérifier si on a un instrument qui est bien, déjà c'est de regarder comment il est fait à l'intérieur. Ouais. Parce que ça paraît tout bête, mais comment il est fait dedans, c'est un peu comment il va parler, quelque part. La plupart des instruments qui sont faits à la chaîne pour faire des sous en fait, ni plus ni moins, ils sont percés, vite fait, du moment qu'il y a un trou, en gros c'est vite fait vidé, et il y a souvent plein d'échardes à l'intérieur, voire certains ne sont pas vernis, ils sont vernis que sur l'extérieur parce que ça fait propre, ça fait fini, mais l'intérieur c'est aussi important, voire plus que l'extérieur, parce que c'est un instrument dans lequel on va souffler, donc on va y amener de la chaleur, de l'humidité, des fois d'autres choses, hein, si on a des salades passées dans les dents. Donc voilà, on va y amener plein de choses. Donc si le bois n'est pas protégé, il va emmagasiner des choses, des mauvaises odeurs, il peut y avoir des moisissures, ça peut être dangereux même. Ouais, d'accord. Donc voilà, regardez l'intérieur de l'instrument, s'il n'a pas de fissure, la forme de l'embouchure, si elle est plutôt régulière, lisse. Après la forme, c'est une autre chose, mais voilà, si elle paraît propre au visuel, c'est important. Si on voit que c'est des gros coups, que les trucs sont un peu difformes, etc., à faire attention. Alors, au niveau des embouchures, sur les instruments termités, on va dire les instruments traditionnels, ils ont des formes d'embouchures qui sont un peu comme le bois et le trou aussi dedans. Donc, il y a des trucs qui vont être très fins d'un côté, plus de là.
On met souvent un peu de cire d'abeille pour améliorer un peu le confort ou réduire la taille de l'embouchure. Mais voilà, sur un instrument, si on voit qu'il y a des échardes à l'intérieur, faut pas le prendre. Ouais, voilà, vaut mieux éviter. Okay. Comment on l'entretient? Alors, parce que l'intérieur, je sais pas, il faut peut-être le nettoyer. Alors ça se nettoie, alors en fonction de la forme de l'instrument, parce qu'il y a on n'est pas que sur quelque chose qui est rectiligne, hein, des fois on a des rétrécissements, des aspérités. Donc sur certains instruments, on peut passer comme un écouvillon à l'intérieur, à faire attention, parce que si le truc il se coince dedans, pour le récupérer, c'est pas sympa. Donc on peut passer un petit écouvillon, un peu à l'embouchure, un peu à la cloche, c'est un instrument qui bave un petit peu quand on en joue un moment. Moi ce que je préconise, c'est que... les visiteuses. Ce que je préconise, c'est que quand on s'en sert un peu, une fois de temps en temps, une fois après avoir joué, on peut passer un coup d'eau à l'intérieur. Un coup d'eau? Oui. D'accord. D'où l'intérêt qu'il soit ciré qu'il soit protégé à l'intérieur. Donc un petit coup d'eau une fois de temps en temps, on laisse pas baigner, parce que souvent les vernis, si on laisse tremper beaucoup, ça les fragilise, ça blanchit. Robinet, ça coule. Et puis voilà, juste après avoir joué, un petit coup d'eau tiède, parce que le fait d'avoir joué, ça a commencé à ramollir les choses qui pourraient être à l'intérieur. Donc ça va se nettoyer un peu plus facilement. Donc un petit coup d'eau tiède avec un peu d'eau savonneuse, on rince gentiment derrière, on le laisse s'égoutter. Et voilà pour l'intérieur. Après moi je fais des petits sprays purifiants qui permettent de maintenir une bonne hygiène. D'accord. Voilà, avec des bonnes huiles essentielles dedans. Donc ça c'est les deux choses sont complémentaires. Voilà, c'est quelque chose qui a fait ses preuves depuis un petit moment, ce petit spray. Et puis après pour l'extérieur, ça dépendra de la finition qu'a fait l'instrument. Voilà. Ok. Et pour l'instrument plastique, pareil. Voilà, petit coup d'eau à l'intérieur de temps en temps. Ça va avoir tendance à sentir un peu plus vite qu'un instrument en bois, donc il faut l'entretenir un peu plus régulièrement. Mais voilà, après niveau entretien sur le plastique à l'extérieur, voilà, un coup de chiffon de temps en temps si on trouve un peu ça, voilà. D'accord. Bon. À faire attention à ne pas laisser ça dans les voitures en plein été. Ah oui. Parce que les chocs thermiques ça aime pas trop. Pareil l'hiver, si on en joue, à pas aller tout de suite dehors, faut laisser longtemps chauffer ou refroidir l'instrument pour que la matière ait le temps de travailler avec son environnement. Voilà, et puis après à la maison, soit sur un support, un peu à l'abri des passages ou dans des coins. D'accord. Pour éviter que ça tombe. D'accord. Moi je veux acheter un didgeridoo, est-ce que je le commande en ligne ou est-ce que je l'essaye? Alors ça c'est pas évident parce que on peut... ça dépend où est-ce qu'on va commander. On peut commander en ligne, il y a des magasins qui sont Didgeridoo Passion par exemple, c'est un magasin de Didgeridoo qui est en France. Donc Greg, il travaille avec des fabricants français, aussi d'autres australiens, etc. Donc on peut lui acheter des instruments. Lui on peut y aller les yeux fermés parce qu'il fait des bonnes sélections. Après c'est compliqué d'acheter un didgeridoo parce que on va avoir un rapport assez fort avec l'instrument parce que y a une sensation qu'on va avoir, quelque chose qu'on va pouvoir, une connexion qui est un peu particulière. Donc on peut acheter un instrument sans savoir quoi acheter. Après ça dépend si on connaît le gars qui a fabriqué, le fabricant, bien sûr. Si on sait ce qu'on veut, etc. Des fois il n'y a pas besoin de regarder, mais ça c'est plus compliqué. Après voilà, c'est bien, moi je trouve que c'est quand même bien d'essayer au moins une fois l'instrument, dire ah ouais au final je prends un mieux ou ah ouais puis rien celui-là au final il est super, je préfère l'autre. D'accord. Parce qu'on peut entendre un son, mais vu qu'on n'est pas à l'autre bout, on n'a pas le même son. Ouais. On n'est pas à l'autre bout, on n'a pas la même sensation, on peut même écouter un instrument mais pas le jouer. Et puis enfin, je vais peut-être dire une connerie, mais c'est important que ce soit la personne qui va en jouer, qui souffle dedans. Oui. Parce que par exemple, moi pour une de mes amies, je lui vends des tambours, et pour quelqu'un qui était loin, qui me demandait d'entendre le son du tambour, j'avais fait une vidéo où moi je tapais sur le tambour et je lui ai envoyé pour qu'elle entende le son. Bon, ça avec un tambour c'est faisable parce que tu tapes, tu as une manière de taper, mais bon, tu tapes quoi. Alors que là, tu vas souffler à l'intérieur et toi tu vas pas souffler de la même manière que moi, c'est évident. Donc, si tu m'envoies le son, je serais content de savoir comment tu souffles dedans, mais moi, comment je ferais? Après, chaque instrument a son identité, donc le joueur va faire quelque chose dessus. Mais du coup, c'est vrai que
c'est assez particulier comme instrument. Toi, ton conseil, c'est essayez-le. Le mieux, c'est quand même de l'essayer parce que bon, voilà, vraiment, on a l'instrument dans les doigts, on voit comment il est fait, on voit les petits détails, les petits machins, comment les sensations qu'on a, le toucher. D'accord. Voilà, il y a plein d'éléments qui font que c'est bien de pouvoir choisir son instrument. Alors, Ou toi, d'instrument qui choisit son joueur. Je ouais, sais pas oui, comment ça, ça aussi, marche. oui, ça marche aussi comme ça. Alors toi, si on prend contact avec toi, Mhm. tes didgeridoo, ils sont dans quelle fourchette C'est variable. Alors les entrées de gamme avec ces didgeridoo en PVC sont à 60 € pièce. D'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment une entrée de gamme. C'est une taille unique, où il y a plusieurs tailles. Alors pour le coup, quand je les fabrique, je fais des petites séries où j'en fais plein de la même taille avec le même son. Voilà, il y a juste la déco qui change un petit peu. Donc Le son dépend de la taille. en gros, en moyenne, en général, un instrument, plus il va être grand, plus il va être grave, plus il va être court, plus il va être aigu. D'accord. Après, il y a aussi la largeur qui va faire aussi. Donc, un instrument qui va être tout petit et très très large, il va être grave. Ouais, ok. Alors s'il est très large et très grand, il va être très dur à jouer. Ouais, j'imagine. Voilà, donc après, en moyenne, en général, en fonction de la longueur, on peut avoir une idée de l'instrument. D'accord. Voilà, donc voilà. Donc ceux-là, donc en PVC, toi tu les vends 60 €. Voilà, et après pour le bois, c'est à partir de 200 €. Donc en gros, il va y avoir, moi je vais proposer 3 gammes en bois. Donc les entrées de gamme en bois qui vont être entre 200 et 400. Ouais. Après, entre 400 et 600 ou 700, ça dépend des instruments, on va être sur une milieu de gamme. Ouais. Et après, on va passer sur des instruments haut de gamme. Donc ce qui va faire la différence entre les instruments, c'est déjà un peu la taille, la possibilité de jeu, le potentiel de l'instrument aussi. Ça ne veut pas dire que les instruments premier prix n'ont pas du potentiel, d'accord. Il va y avoir aussi une partie du temps, de la réflexion aussi, parce que du coup, sur un instrument où on y passe énormément de temps, ça ne veut pas dire qu'il va sonner super bien, en général si, parce qu'on le bichonne un peu plus longtemps. Mais il y a certaines approches aussi, c'est-à-dire que l'instrument, en gros, quand on le fabrique, si on part d'une branche, on l'ouvre en deux, on se retrouve avec deux parties qu'on évide et qu'on réassemble. Donc le principe est là. Donc dans la façon de creuser l'instrument, après on peut le faire au petit bonheur la chance et voir comment sonne l'instrument. Donc ça c'est une bonne partie des didgeridoo sont fabriqués comme ça. Mais aussi on peut aller plus loin et concevoir son instrument avant de le fabriquer. Donc on dit voilà, je veux cet instrument, je veux qu'il soit de cette note là, je veux que les survibrations elles soient accordées de telle ou telle façon, je veux qu'elles aient telle fréquence, je veux que le bois il soit comme ça, je veux qu'il fasse cette taille là, que ta colonne d'air elle soit comme ça. Enfin, voilà, il y a toute une conception en amont. On peut aussi faire des instruments démontables, il y a plein de choses. Ah oui. Oui. On peut faire plein de choses. Donc voilà, il y a tous ces éléments qui entrent en jeu, et en général quand un instrument on réfléchit à le faire avant, en gros si on ne suit pas le plan, on n'a pas ce qu'on a voulu. Oui, bien sûr. Et en gros l'idée c'est de travailler sur des périmètres. Donc en gros on va travailler le périmètre sur des rayons, parce qu'on a deux parties, et il faut que les rayons fassent les rayons, c'est même pas des rayons parce que c'est des périmètres, il y a pas mal un travail à prendre, une gestuelle, et du coup on est au millimètre sur tout l'instrument. Donc là c'est vachement plus long, c'est plus fastidieux à fabriquer. Après on arrive à faire des instruments qui sont assez fous quand on arrive à faire ce qu'on a imaginé. D'accord. Donc toi, si on résume, on va dire que sans parler de celui qui est en tube là, en bois, ça part à 200. Voilà, ça part à 200 et puis après... Ça peut monter jusqu'à 1000, 1500. Oui, en gros, pour l'instant, j'ai pas eu d'instrument où j'ai dû aller plus loin dans le prix parce que, j'ai pas de fourchette haute parce que je sais pas ce qui peut se passer demain, on sait jamais. Mais après, est-ce que l'élément de décoration joue aussi? Alors après, moi, sur les instruments en bois, je fais aucune peinture, rien du tout. Ah, ok. Voilà, parce que je suis pas peintre, j'écris très mal, j'ai un très mauvais goût de pinceau, c'est une catastrophe. Donc voilà, moi je vais accorder, ce qui me plaît, c'est d'avoir les matières brutes qui parlent. Donc la peinture sur le PVC, c'est quand même plus sympa qu'un machin gris avec les numéros du fabricant.
Donc sur le bois, ben voilà, je vais bien le travailler, il y a une finition qui va mettre en valeur le bois, faire ressortir le veinage. On peut aussi s'amuser sur les assemblages avec des couleurs. D'accord. Mais moi je suis un peu artiste sur les bords. J'ai envie de le décorer. Est-ce que je peux le décorer? Est-ce que ça va pas abîmer le son de mon Non, parce que c'est que sur l'extérieur, donc c'est plus, ça va l'embellir. Après, on fait à sa chose. Moi, je revois des instruments de temps en temps. Il y en a qui mettent des petits bouts de cuir par-ci, par-là, des petites plumes qui pendouillent. Voilà, c'est une petite déco, comme on pourrait mettre un autocollant sur une guitare. Ouais, ok, d'accord. Voilà, après, le propriétaire de l'instrument fait ce qu'il a envie. Oui, non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça... Moi, je veux le peindre, parce que je suis peintre. Je veux dessiner, je sais pas, moi, un serpent à plumes, pourquoi pas. Est-ce que ça va abîmer le bois et changer le son, surtout? Non, tant que c'est superficiel, ça va. Ouais. Après, si on veut commencer à graver pour faire d'autres choses, à faire attention, moi, c'est pas ce que je préconise. Après, on peut échanger aussi, hein, voilà. Je suis pas fermé. Parce que j'en ai vu des vachement décorés, des DJ. On peut faire ce qu'on veut avec, après, il y a plein de... ça reste assez ouvert le travail du bois, on peut incorporer du cuir, du métal, d'autres essences de bois, de la résine. Non mais la question c'est, quand c'est fait à la conception, bon bah c'est prévu à la conception, donc tu sais que le résultat à la fin ça va être ça. Mais moi j'achète ton didgeridoo brut, et puis voilà, moi je veux le décorer, donc je vais creuser des petites rigoles, faire couler de l'argent dedans, enfin je vais le rendre à mon goût. D'accord. Est-ce que le fait de faire ça, ça risque de changer son son? En fonction de ce qu'on va vouloir y faire, ça peut détériorer l'intégrité de l'instrument. Donc, il y a certaines choses à faire attention. C'est pour ça que c'est bien de demander, est-ce que si je fais ça, est-ce que si comme ça. Voilà, si jamais tu veux mettre de l'argent, tu vas le couler, donc ça va chauffer, donc ça peut créer un choc thermique, une fissure. D'accord. Ça peut abîmer l'instrument. Donc après, pour ce qui va être... on va dire SAV, ça peut être un peu compliqué. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, les amis, si vous voulez acheter un didgeridoo fait par quelqu'un qui l'ait fait lui-même, qui sait de quoi il cause, bah n'hésitez pas à prendre contact avec Nicolas. Vous avez vu, hein, depuis le début, il y a sur la ligne en bas, sur la bande qui passe, il y a toutes les informations de contact. Donc n'hésitez pas. On va parler maintenant d'un autre aspect de ce que tu fais, parce que tu fais pas que des didgeridoo. Non. Alors, dans le didgeridoo, voilà, je fabrique des instruments, mais il y a aussi plein d'autres choses que j'ai mis en place. Ça fait depuis 2014 que je me suis installé en tant que fabricant de didgeridoo, et ça fait... oh pétard, je prends un coup de vieux, ça fait presque... ça va bien, ça fait 9 ans que j'en joue, bientôt 10. C'est ça file à une vitesse. Donc voilà, au fil du temps, je suis amené à être partenaire avec différents festivals. Le Handpan Festival, bon, j'ai mis le vieux t-shirt, mais voilà. Le Handpan Festival, donc c'est un festival qui est dédié au handpan. Donc alors, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Le handpan, pour ceux qu'on aurait vu, ça ressemble à des soucoupes volantes, c'est à peu près cette forme-là. Il y a des espèces de notes qui sont de forme ovale, et il y en a tout autour de l'instrument et au-dessus. Et en fait, on tape dessus, ça fait un son qui est plutôt chouette. Donc avec le didgeridoo, ça fait un truc qui est complètement génial, parce que on a un instrument qui est terrien avec le didgeridoo, et un truc qui est aérien avec le handpan, et les deux se mélangent super bien. Donc... voilà, c'est un festival auquel je tiens beaucoup parce que depuis la première édition, on y est avec ma chérie, donc voilà, on fait partie des meubles quelque part, et voilà, c'est un endroit que j'aime bien retrouver chaque année, et voilà, donc du coup je fais partie des partenaires de ce festival-là. Aussi du Nomadidge. Nomadidge, pour le coup, c'est un festival qui est entièrement dédié au didgeridoo. Voilà, il est un petit peu plus jeune aussi, mais voilà, c'est vraiment très sympa. Le cadre est chouette, c'est très chouette, faut y aller. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Ça, c'est les instruments que toi tu fabriques. Alors, de quoi le handpan? Non, la ferraille, c'est pas... Non, je suis plus du bois. Là, on a un visiteur. T'as vu le chien? D'accord. Donc c'est pas toi qui le fabrique? Non, le handpan, non, voilà. Donc voilà pour les petits partenariats. Suite à ça, ça fait 4 ou 5 ans, je sais plus. Je suis pas très fort dans les dates, l'histoire c'est jamais mon point fort. File de là.
Je fais un partenariat avec un musicien qui s'appelle Quelu. Alors Quelu, c'est un joueur DJ Redou, ça fait plus de 15 ans qu'il joue du DJ Redou. D'accord. Et il est reconnu pour avoir son style à lui. Donc c'est assez urbain comme genre de jeu. Pas mal axé beatbox, donc il a amené beaucoup de choses dans le DJ Redou. Voilà, donc hormis ça, voilà, c'est un joueur de DJ Redou avec qui je travaille, donc du coup c'est devenu un membre de la famille quasiment. Bien sûr. Donc en gros on fabrique des instruments à deux. Le petit que j'ai fait sonner tout à l'heure en bois, c'est un instrument qu'on a fait ensemble. Donc on fabrique des instruments ensemble, donc il y a une approche qui est différente. L'intention de la fabrication elle n'est pas la même, parce que du coup on est deux, il y en a un qui fait ci, qui fait ça, on s'aide pour faire des trucs, on dit beaucoup de bêtises, beaucoup des chansons paillards, enfin voilà, je peux pas te détailler, on s'amuse énormément. Et du coup voilà, on fait des instruments qui sont, tous ceux qu'on a fabriqués sont plutôt chouettes, donc c'est pas une grosse quantité, on en fait quelques-uns par an. Et voilà, donc on fait des instruments qui sont pas forcément faits pour jouer du Quelu, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent comme Quelu. Mais voilà, du coup il y a plein d'instruments qui sont sortis plutôt chouettes, donc c'est une belle histoire, voilà, qui continue gentiment son cours. Donc voilà. Et en parallèle de ça, là, c'est tout frais, ça sort c'est sorti depuis il y a un mois, quelque chose comme ça, avec des confrères qui fabriquent des instruments de musique. Alors pour le coup, c'est pas du tout des DJ Redou. On a créé un petit regroupement qui s'appelle les Artisans du Son. Donc en fait, le but c'est de promouvoir l'artisanat français au niveau des instruments de musique du monde. Donc du coup, dedans pour l'instant on n'est que 3. Donc là j'en fais partie. Il y a le fabricant de kalimba qui est dans les Vosges, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Malopelli, qui fabrique des petites kalimbas. Les kalimbas, c'est on connaît, tout le monde connaît ce petit instrument. Alors il y en a de plus ou moins de grande taille. C'est des petites lamelles qu'on fait sonner avec les pouces ou avec les index. Donc voilà, c'est hyper chouette comme petit instrument. Voilà, donc il y a cet instrument là qui fait partie. Lui aussi fabrique des flûtes aussi, flûtes traditionnelles, bande souris. Donc voilà. Des chouettes instruments. Il y a aussi un fabricant de handpan qui s'appelle Panache, la marque c'est ça, Panache. Lui il est plus dans l'Hérault à côté de Béziers. Et voilà, lui fabrique des handpans aussi. Et du coup on s'est regroupé à 3 pour essayer de mettre en avant un peu tout ça et de montrer qu'il y a des artisans aussi, de montrer un peu plein de choses. Donc du coup là c'est tout frais et voilà, c'est une belle aventure qui commence. On verra bien où ça mène. Bien, ok. Donc voilà pour ce qui est au niveau du DJ Redou. Voilà. Ok, tu me parlais tout à l'heure de fabrication de meubles aussi. Alors oui, donc du coup le DJ Redou jusqu'à maintenant c'était en complément d'un salaire, moniteur d'équitation, et depuis peu du coup je me suis séparé de mon métier de moniteur pour me consacrer exclusivement au travail du bois. Je dis bois parce que le DJ Redou en fait partie et voilà, et faire que ça à longueur de journée, c'est pas un truc qui va me correspondre. Donc même si j'adore ça, j'ai besoin de faire autre chose. Donc du coup, je me lance dans les projets un peu plus variés pour toucher autre chose que le DJ Redou, le bois dans plus un ensemble un peu plus large. Donc plus faire des petits objets, genre des planches à découper, des supports pour handpan, des tables. Voilà, il y a quelques petits plateaux qu'on voit là qui attendent que leur moment. Donc voilà, il y a plein de projets aussi de ce côté-là, donc à faire, à suivre. Voilà. Une aventure qui commence aussi. Bon, ok, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de Nicolas. C'est ça. Écoute, pour conclure, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais dire aux gens, un message, une idée Faites du DJ Redou. Voilà. Non, voilà, le DJ Redou c'est un très bel instrument. C'est un peu particulier, donc voilà, c'est un instrument qui m'a amené beaucoup de choses. Ça apprend à se connaître. Parce
Parce que c'est un instrument, si on s'investit pas dedans, ben on n'a rien. Alors si, tiens, je te coupe, moi j'ai une question quand même qui est importante. Moi je ne suis pas musicien du tout. Oui. Mais j'aime bien le son du didgeridoo, je trouve ça joli. J'ai aucune notion de solfège, de rien, j'y connais rien du tout. Pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est un instrument qui est intuitif, dans le sens où à passer les bases, l'appréhension de l'instrument, la gestion un peu du souffle, c'est un instrument qui va être intuitif, donc c'est-à-dire qu'on va en jouer presque comme on en parle. D'accord. Donc c'est, comme je disais, c'est une question d'articulation. Donc après, pour commencer, il n'y a pas besoin de solfège, de machin. C'est bien de faire des exercices un peu fastidieux comme du solfège, parce que du coup on assoit des choses, on les travaille correctement. Ouais, bien sûr. Et si on veut jouer avec d'autres instruments, c'est bien de savoir que de certaines bases, en 4 temps, des trucs comme ça, bon bref. Mais ça, c'est si on veut développer la musicalité de l'instrument. Après, il n'y a aucunement besoin d'être musicien pour faire du didgeridoo. Ok. Bon, ok, ça répond à ma question. Et après, il y a peut-être un aspect qu'on n'a pas évoqué encore, c'est tout ce qui est lié à la puissance de la vibration de l'instrument. Ouais. Donc c'est un instrument qui a un pouvoir vibratoire qui est très fort, au même titre que les bols tibétains ou les tambours. Les tambours aussi, voilà, je ne trouvais plus le... Donc, file de là, toi. Donc, on a un visiteur qui vient nous voir régulièrement. Là. Donc voilà, c'est un instrument qui est utilisé pour faire de la musique, mais qui est aussi utilisé pour faire pas mal de soins, parce que du coup, c'est des fréquences qui sont graves, c'est des instruments qui sont très riches en infrabasses, donc du coup, c'est quelque chose qui pose énormément. Donc en fonction de la fréquence de base de l'instrument, 432 pour ceux qui connaissent, on peut arriver à faire des soins. Alors je dis pas qu'on va tout soigner, mais il y a un impact qui est palpable avec le son de l'instrument. On va parler plus de massage. Voilà, parce que c'est une vibration qui remplit énormément l'espace dans lequel on se trouve. Donc c'est un massage sonore. Voilà, ça fait quelque chose. Ouais, ok. Voilà. Pour effleurer le sujet. Ok. Bah écoute, je crois que ça sera le mot de la fin. Merci Nicolas de nous avoir ouvert ton atelier et ton temps. Avec plaisir. Chers amis, je le rappelle encore une fois, vous avez vu en dessous de la vidéo, il y a toutes les informations de contact pour Nicolas. Donc si vous avez envie de découvrir le didgeridoo, n'hésitez pas, contactez-le. Vous êtes sûr que c'est un didgeridoo qu'il aura fait lui-même, donc avec amour. L'aventure va se terminer maintenant. Nous sommes toujours sur Planète Gaïa, nous sommes toujours dans l'émission Le Chaudron du Druide, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis,
Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, eh ben, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.